Et on termine cette émission avec Sébastien Bismuth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président associé de Don't Call Me Jennifer. Alors, vous venez de mener pendant une dizaine de jours une opération assez singulière en termes de marketing. On va en reparler. Mais d'abord, moi, je voudrais qu'on parle du redressement de la marque. Parce qu'il y a 3 ans, vous avez décidé de changer le nom de la marque Jennifer pour devenir Don't Call Me Jennifer. Parce que c'est vrai que c'était une façon de nier en fait ce nom qui était un peu brocardé. On est sur la chaîne des audacieux. Mais alors, je trouve que nier son propre nom, c'est quand même pousser l'audace très très loin. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce pari-là ? Alors, c'est une histoire un tout petit peu différente. C'est pas qu'on nie, c'est que... quand même un peu, facialement. On a fait des micro-trottoirs, et on a travaillé avec une grande agence parisienne qui s'appelle Buzzman, avec Georges Mohamed Chérif, et on s'est rendu compte que les gens disaient « Ah non, mais Jennifer, le nom, c'est ringard, machin, il faudrait qu'il change de nom. » Les gens nous disaient « Faut changer de nom. » D'accord. Et quand on a repris cette boîte, même les gens... C'est à ce moment-là que vous avez racheté ? Ou vous aviez racheté un peu avant ? Non, on a racheté avant. D'accord. Et à ce moment-là, on s'est posé la question sur la marque, sur le nom, la notoriété, parce que la boîte était en perte de vitesse. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va avoir comme action ? Et puis on s'est dit tout d'un coup, mais c'est vrai que ce nom, qui existe depuis 40 ans, avec tous les nouveaux entrants, les Bershka, les Pull&Bear, les Zara, et toutes ces boîtes, les H&M, etc., qui sont plus modernes, peut nous pénaliser. Et Buzzman a détecté que le nom était un problème. Et mes associés avec qui on a racheté cette boîte m'ont dit aussi, mais peut-être que tu devrais changer de nom et plus l'appeler Jennifer, l'appeler Jenny. Vous voyez, donc les bonnes idées comme ça et tout. Et on s'est dit, mais non, Jennifer, ça a une notoriété, ça a une histoire extraordinaire. Et finalement, au lieu de changer de nom, on s'est dit, ok, vous aimez pas notre nom, ne nous jugez pas, ne nous collez pas d'étiquette. Si ça vous plaît pas, ne nous appelez pas Jennifer. Don't Call Me Jennifer. Et de là est sortie la valeur du zéro étiquette. Parce qu'on est leader sur les ados. L'ado souffre des préados, préados et ados. Et donc les préados et ados souffrent des préjugés. Ouais. Très jeune, quand on est une jeune fille, on nous juge beaucoup à l'école. Sur la marque qu'on porte. Sur le nom, sur la marque. Ouais. Moi, je me rappelle de ma fille qui portait à 13 ans du Monoprix avec des copines au ski qui habitaient dans les quartiers un peu plus luxueux. Et elles se sont moquées d'elle. Ah ouais, alors que, et elle n'a pas compris. Et ça a changé sa façon de raisonner vis-à-vis des marques. Elle s'en foutait. Et tout d'un coup, elle est venue me voir, mais elle voulait plus aller chez Monoprix. Alors, j'ai aucune attaque au contraire. J'entends bien. Je trouve que c'est stupide et j'adore Monoprix. Je trouve que c'est une super marque. Mais il y a une influence et un poids sur les ados du jugement des autres. Et donc, on a dit finalement, ne nous jugez pas sur notre nom. Si ça vous plaît pas, ne nous appelez pas Jennifer. On peut arracher notre étiquette. Si vous voulez, on peut même déchirer l'étiquette Jennifer avec des pointillés. Parce que finalement, la marque n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'imaginaire, qu'est-ce qu'on offre, le produit, le prix, le style, et sortir de cette étiquette que veulent nous coller les marques, surtout les marques de luxe, qui nous encouragent à dépenser beaucoup d'argent pour faire une représentation. Et donc, c'est un combat beaucoup plus large qu'un changement de nom. C'est ne nous collez pas d'étiquette. Mais ce zéro étiquette, ça, qui vous sert de base après sur toutes vos opérations marketing, je trouve qu'il est intéressant parce qu'en fait, il va au-delà de l'étiquette physique. Il va après sur des questions. On sait qu'aujourd'hui, les ados n'aiment pas du tout être catalogués, que ce soit sur le genre ou sur d'autres choses. Exactement. Et donc, vous aviez ce petit temps d'avance-là sur un phénomène qui finalement est quasi sociétal, en fait. Tout à fait, c'est sociétal. Et c'est aujourd'hui ça qui a fait la force et le redémarrage de notre marque, c'est qu'on a attaqué un sujet sociétal, mais on ne l'a pas attaqué de façon superficielle, on l'a vraiment vécu, et on a fait des grosses campagnes avec des influenceurs qui ont diffusé toutes les étiquettes qu'on leur collait. Il y a eu pendant 3 jours des centaines d'influenceurs qui écrivaient sur un miroir, qui mettaient sur un papier leurs étiquettes. Des étiquettes, cagole, bolos, t'es petite, t'es ci, t'es là. Et ils montraient leurs étiquettes comme ça, il ne se passait rien. Et 2 jours après, ils ont pris leurs étiquettes, ils les ont déchirées, ils les ont brûlées, ils les ont barrées. Et là est sorti le film Zéro étiquette, où on a pris tous les gros stéréotypes, on a pris le mot racaille qu'on a barré, le mot gamine qu'on a barré, le mot bolos qu'on a barré, en disant finalement, on ne va pas juger une fille sur son style et dire que c'est une racaille. C'est aussi un style, c'est aussi une façon de s'habiller, et on ne peut pas... cette fille qu'on juge comme une racaille, elle est peut-être première à l'école. Et extrêmement brillante. Donc, on a essayé de casser ces étiquettes et on l'a fait en profondeur. Et donc, c'est vraiment la valeur qui nous anime dans l'entreprise de ce zéro étiquette. Donc, ce Don't Call Me Jennifer, c'est vraiment pas qu'un coup marketing, il y a une valeur derrière. Ne nous collez pas d'étiquette,
ne nous jugez pas parce que vous n'aimez pas le nom. J'ai pas choisi mon nom, j'ai pas choisi mes origines, ni ma tête, on doit vivre avec. Donc finalement, au lieu de changer de nom, c'est dire assumons ce que l'on est et notre héritage, parce que c'est une boîte qui a en plus une histoire magnifique. Et justement, comment ça se passe aujourd'hui, 3 ans après, en termes de redressement de la marque? Ça a été quoi l'effet? Est-ce que cette campagne a été finalement bien comprise aujourd'hui? Les consommatrices jeunes reviennent chez vous? L'effet, il a été considérable. Après, un effet, c'est pas uniquement une pub. C'est derrière la pub. Derrière la pub, on a repositionné la boîte, on a fait des tailles pour les pré-ados, on a adapté nos produits. On commence à 10 ans, c'est ça? Ouais. Et donc, on n'avait pas de taille, par exemple, XXS chez Don't Call Me Jennifer. Donc, on a créé ces petites tailles. On a baissé nos prix, on a arrêté les promos. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez... Comment ça, vous avez arrêté les promos? Vous avez arrêté les soldes? Alors, on a arrêté toutes les promos de l'année, où vous avez acheté un produit, le deuxième à moins 50, moins 30... Ce qui fait qu'objectivement, le consommateur ne sait plus quelle est la valeur du produit. Hein. Oui, mais c'est terrible. Moi, je suis contre ça. Mais aujourd'hui, quand on parle du digital, on peut voir qu'il y a des sites Internet aujourd'hui qui cartonnent. Ils sont en promo toute l'année. Aujourd'hui, c'est donc des marques. Hein, je ne parle pas des ventes privées. Non, bien sûr, c'est un autre modèle. C'est leur business model et c'est réel, etc. C'est d'autres boîtes qui, aujourd'hui, très connues et qui cartonnent sur le marché, elles sont en permanence à moins 70. Donc, en fait, elles déclenchent des faux prix de vente, elles augmentent les prix et elles font de la démarque. Et ça marche. C'est terrible parce que le consommateur pense qu'il a moins 70. Nous, on refuse de rentrer là-dedans. Donc, on a décidé d'être au bon prix tous les jours. Donc, on a baissé nos prix de façon significative pour être au bon prix tous les jours. Et on est passé, dans notre métier, dans un taux de remise. On parle de taux de remise annuel. Ouais. On avait 25%, 30% en permanence sur l'année de remise. Et on n'est pas quasiment passé à zéro de taux de remise. Et on a d'ailleurs, sur les soldes, qui est un modèle indispensable pour les enseignes de mode, parce que c'est ce qui nous permet d'écouler nos stocks en fin de saison. Donc, c'est notre business model. Ça n'a pas d'intérêt pour le client. C'est une période en fin de saison où il a déjà consommé. Donc, on pousse à la consommation pendant les soldes. On a décidé de réduire sur 10 jours la période de soldes au lieu de le faire sur 5 semaines. Et de faire plutôt une opération à la rentrée comme celle que vous avez fait là, il y a 10 jours, et sur ces 10 derniers jours, où vous avez dit finalement, justement, toujours pas d'étiquette, c'est à vous de choisir le prix. C'est quoi la démarche derrière ? Parce que on imagine bien que si vous avez le choix entre 3 prix, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt mettre le prix le plus bas. Tout à fait. Effectivement, à une majorité écrasante, les gens ont choisi le prix le plus bas, à plus de 90%, et on le savait. La démarche, elle était, on va dire, sociétale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dans cette période, on est, sur une étude Kantar, la deuxième enseigne la plus consommée en France sur les filles de 10-18 ans. Donc, on est leader en France sur la consommation de la rentrée des classes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le 17 août la prime de frais de scolarité, qui est versée à 3 millions de familles. Je rappelle que c'est une prime pour des familles défavorisées afin de les aider à équiper leurs enfants à la rentrée. Et l'équipement, c'est pas que les cartables, c'est aussi, il faut bien s'habiller. Les vêtements pour aller à l'école. Et le 17 août, il faut le savoir, c'est une vraie fête. Au moment où ces familles reçoivent cette prime, c'est un moment extraordinaire. Hein, on part faire du shopping pour toute la famille. Et donc, on a enlevé notre démarque des soldes de façon très forte et on s'est dit, on va la donner dans cette période. À notre détriment, ce n'est pas l'intérêt de notre business model, parce qu'on a perdu beaucoup de marge, mais on s'est dit que c'était un acte sociétal qu'on avait envie de faire pour le pouvoir d'achat. Dans cette période où on est leader, c'était un message pour notre communauté. Alors évidemment, tout ça n'est pas sans arrière-pensée. Il y a du marketing derrière, ça nous permet de recruter, ça nous permet de fidéliser, ça permet de mettre dans la carte mentale de nos clients et notre communauté qu'on ait une enseigne accessible, de proximité, populaire, parce qu'on assume ce mot populaire, mass market, etc. Et donc, on a décidé, au lieu de le faire sous une forme de prix barré, c'est de dire, ben voilà, il y a un prix, c'est le prix normal. Si tu le payes, vraiment, c'est super, tu auras vraiment un bon karma. Il y a le prix moyen, c'est une démarque de moins 30. Si tu choisis ce prix-là, peut mieux faire, hein, comme ton bulletin de notes, mais c'est sympa. Tu vois. Si tu prends le prix moins cher, franchement, c'est pas cool, mais au moins, follow-nous sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on a décidé de faire ça
sous un ton humoristique, tout en sachant que le prix le plus bas serait choisi. Et ça a marché. On a eu 150 000 ados et pré-ados qui sont venus pendant cette période, qui ont consommé. Les chiffres ont fortement augmenté. Et ça a été extraordinaire, la réaction sur ça, parce que les gens ne comprenaient pas. Parce que c'est génial de faire des choses qui n'existent pas. En tout cas, qui ont été très peu pratiquées. Oui, c'est ça, très peu pratiquées. Voilà, parce que les gens sont là, mais je ne comprends pas, je peux choisir mon prix. Vraiment, c'est pas une blague. Voilà. Donc, c'était une belle opération. Justement, vous parlez de juste prix, de façon de ne pas trop faire les soldes, parce que finalement, ce n'est pas très responsable de pousser à la consommation, de faire acheter des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Pourtant, vous avez beaucoup de collections, vous avez 50 collections capsules par an, je crois. Ce n'est pas un peu contradictoire à un moment ? Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser pour une mode plus responsable ? On parle beaucoup de mode responsable aujourd'hui. Oui, c'est contradictoire, forcément. Maintenant... comment dire, il y a de la demande, on a envie de se faire plaisir, on a envie de changer de vêtements, bien évidemment. Il serait plus simple pour tout le monde de se dire je porte le même t-shirt pendant 15 jours et puis je consomme beaucoup moins. Il y a cette tendance, elle existe, mais elle est très, très, très minoritaire. Et en tout cas, nous, pour l'instant, on a une mission, on a une entreprise, on fait beaucoup de choses. On essaie de participer sur plein de sujets, donc que ce soit RSE ou sociétal ou à travers des aides à des associations, etc. Mais pour l'instant, la demande est là, les gens ont envie de se faire plaisir, ont envie de consommer, et c'est notre métier, et on l'assume. Moi, j'aime beaucoup votre stratégie marketing parce que, en fait, je trouve que vous êtes une des enseignes qui, effectivement, vous l'avez dit, vous êtes leader sur les 10-18 ans, a réussi à aller chercher justement cette génération Z dont on dit qu'elle est très compliquée à aller chercher. Les millennials aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller les capter. Vous avez fait le choix d'investir massivement les réseaux sociaux. Vous faites des opérations, vous le disiez tout à l'heure, avec beaucoup d'influenceurs. Vous avez des chiffres. Alors, TikTok, c'est 426 000 abonnés. Instagram, 1,8 million. C'est la seule stratégie aujourd'hui pour aller conquérir cette cible. Disons que nous, on n'est qu'au début de notre stratégie, parce que notre vraie stratégie est beaucoup plus ambitieuse. C'est-à-dire que notre ambition, et ce qu'on est en train de construire, on ne souhaite pas être un réseau de magasins qui vend du textile, mais on souhaite être un média qui a des magasins. Donc aujourd'hui... Ah, c'est marrant ça, vous vous définissez comme un média à l'avenir. Tout à fait. Ah mais alors, c'est quoi votre définition d'un média ? Aujourd'hui, on a lancé notre média qui s'appelle Break, donc qui n'est pas... Je ne savais pas. Qui n'est pas Don't Call Me Jennifer, qui s'appelle Break, qui est notre média propre, tel que vous avez des médias 100% réseaux sociaux comme Brut, Loopsider ou d'autres. On a un média qui est 100% TikTok. Qu'on a lancé, au départ, il s'appelait Don't Call Me Jennifer. On a décidé de le séparer, d'en faire un média propre. On l'a renommé, donc on a perdu tous nos abonnés. Enfin, on a gardé nos abonnés sur Jennifer, on est reparti de zéro. On l'a recréé il y a 3 mois. On a une rédaction, on a des journalistes, on a des gens qui travaillent le sujet. Et on l'a recréé de zéro, et en 3 mois, on est remonté à 250 000 followers. Et donc, on a l'ambition d'informer cette communauté, d'être les spécialistes de cette génération. Et donc, vous parliez de surconsommation en textile. Notre ambition à terme, ce n'est pas de vendre que du textile chez Jennifer. C'est d'être une plateforme qui va parler à cette génération. On va agrandir nos magasins et on va proposer d'autres choses. On l'a déjà commencé. Par exemple, on propose dans nos magasins, on a fait un partenariat avec une marque qu'on adore, qui est très forte sur TikTok, qui s'appelle Merci Andy. Oui, les gels hydroalcooliques. Voilà. Jeune entrepreneur formidable au passage. Exactement, qu'on distribue dans nos magasins. On a une marque de cosmétiques qui va bientôt rentrer. On fait d'autres partenariats avec des marques de bijoux. Enfin, on est en train de... il y a encore une autre marque avec qui on discute. On est en train de dire, voilà, nous, on a ce trafic des millennials, on est un média des millennials, et donc on va élargir notre mission et être une clé d'entrée dans cette génération. Et donc, on va vendre évidemment des vêtements, mais commercialiser d'autres services, d'autres choses, d'autres produits, et peut-être demain aller beaucoup plus loin dans la production de contenu
Voilà. Donc, je peux pas tout... C'est-à-dire aller beaucoup plus loin. Vous m'intriguez, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Non, mais je peux pas, très honnêtement, voilà, je pas. Quel est mon intérêt de tout dévoiler? J'imagine, voilà. mais vous reviendrez me dire. Mais voilà, on viendra vous dire, mais il y a des gros projets. Et notre ambition, on a aussi des projets dans le loisir, et notre ambition dans quelques années, on veut dépasser cet univers du textile, même si cet univers du textile est un univers principal pour nous. Hein. Je veux dire, on se rappelle très bien. Alors, je ne compare pas, et j'ai pas la prétention d'un Amazon, bien évidemment, bien loin de là. Mais on se rappelle qu'Amazon a commencé à vendre des livres. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Donc il faut pas se donner de limites. Et on a plein d'idées, on a des équipes ultra dynamiques, et on pense qu'on va faire d'autres choses. Mais Amazon est resté vraiment purement dans le retail quand même, en digital. Mais ouais, mais oui, enfin plus ou moins. Oui, cloud, effectivement, ils font d'autres choses, c'est vrai, vous avez pas tort. Ils font plein d'autres choses, mais c'est pour dire qu'ils ont démarré du livre. Et ils font du média aussi avec Amazon Prime. Voilà, ils font du média, ils font de la télé, ils font plein de choses. Et alors, bien évidemment, on se compare pas, mais on pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il ne faut pas se cloisonner. On a une communauté, on a des choses à raconter. En fait, aujourd'hui, vous voulez capitaliser sur la valeur de votre communauté, en fait. Exactement, sur la valeur de nos clients, où on est segmenté, où on est leader, hein, on est numéro 1 en France, hein, on a 16 points de part de marché sur les 10-15 ans. On est bien devant les généralistes. Et une fille de 12-13 ans n'a pas forcément envie d'aller dans une enseigne généraliste, où sa mère achète, ou son frère, ou ses petits, sa petite sœur, etc. Ouais. Elle a envie qu'on lui parle directement. Et donc... on a beaucoup de projets. Ouais. Vous parlez beaucoup du online, effectivement, on parlait des influenceurs avec lesquels vous travaillez, que ce soit des youtubeurs ou autres. Vous parlez d'un média sur TikTok. Aujourd'hui, les millennials, en tout cas, ont beaucoup le réflexe d'acheter sur Internet et sont effectivement sur leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut de plus en plus acheter directement via les réseaux sociaux. Comment on les attire en boutique après? Parce qu'en fait, il est là quand même le nœud du souci. C'est qu'in fine, vous devez attirer vos... Alors c'est marrant parce que moi, je me serais dit que le nœud du problème, et c'est l'inverse. C'est comment les attirer sur le digital. Non. Si, il y a une étude Kantar, encore une fois, qui montre que dans le marché de la 10-30 ans, donc sur le marché global du digital, du e-commerce textile qui doit faire 2,5 milliards ou 3 milliards, et non, enfin moins sur cette tranche d'âge, et sur le marché global du retail physique. On voit que les 10-15 ans représentent 22% des clients du retail physique et ne représentent que 10% des clients e-commerce. Par contre, on voit que la 25-30 ans représente 23% du retail physique. Pourquoi? Parce que finalement... elle représente 30% du digital. Donc en réalité, ces générations n'ont pas forcément de moyens de paiement. Oui, c'est ça. Ils sont obligés de se faire accompagner encore par leurs parents. Ils changent de taille. Elles prennent le bus entre copines pour aller faire du shopping. Elles ne sont pas autonomes forcément sur le web. C'est dur Donc ne croyez pas ça aujourd'hui. C'est l'inverse. On a beaucoup de mal à les faire venir sur le digital. C'est-à-dire que notre site e-commerce reste faible. On essaye, on fait plein de choses. On a même monté un système où c'est... on t'envoie ta note, enfin la taille pardon, la facture finale de ton achat par WhatsApp à tes parents pour qu'ils puissent payer pour toi. Donc, vous voyez, donc on a développé plein de services, mais aujourd'hui, elles veulent aller en magasin. Et je vous invite à aller, par exemple, on a ouvert vraiment, pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, qui s'intéressent à notre marque, je vous invite à aller à Créteil-Soleil, hein, c'est pas très loin pour les Parisiens, ou dans le sud, on a aussi plein de magasins à Marseille, Terrasse du Port, par exemple, hein, pour parler du sud et de Paris-Marseille. Hein. Et je vous invite à aller à Créteil-Soleil, on a un magasin de 600 mètres carrés, magnifique, qu'on vient d'ouvrir, qui est vraiment notre dernier concept. Vous allez voir, il y a une cabine TikTok qui est toujours pleine. Où les jeunes filles rentrent dans cette cabine, c'est un studio comme ici, avec des lumières, du son, de la musique, etc. Et elles font leurs vidéos. Elles font leur TikTok dedans, et c'est toujours plein. C'est très malin. Voilà. Et je vous invite à y aller, et vous allez voir que c'est rempli de monde. Les centres commerciaux sont remplis de monde. Donc on vit dans ce digital, on ne parle que du digital, mais allez dans les centres commerciaux, parce que souvent ce CSP+, qu'on fréquente à Paris et autres, ont des grands jugements sur l'e-commerce et le digital, mais ils ne vont pas
à Créteil-Soleil. Vous comprenez? Oui, je il comprends. faut se déplacer, il faut aller voir. Les centres commerciaux sont remplis de monde et de jeunes. Donc le retail n'est pas du tout mort. C'est faux. Et vous allez voir que cette bulle du digital, où on se dit, même une de nos ministres, il y a quelques années, a dit, non mais de toute façon, on est à l'ère de l'électricité, la bougie, c'est fini, en parlant des boutiques. C'est faux. Les gens veulent aller consommer, c'est pratique. Pendant le Covid et les confinements, c'est vrai que c'était marrant d'aller chercher son colis et de ne pas l'avoir, et le gars qui vous appelle et donner son code, et vous êtes en réunion, puis aller dans le relais colis, puis la taille ça va pas, et puis le truc ça va pas, puis ils sont trompés de couleur. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller en magasin? Rien. Mais est-ce que vous êtes aussi président du directoire de Célio? Je parle pas je mets à part les courses fonctionnelles. Hein. Oui, bien sûr. Je mets à part l'alimentaire. Oui, non, c'est pas la même expérience. Je parle de quelque chose qui génère un plaisir, qu'il faut essayer, qu'il faut toucher, qu'il faut choisir et tout. Donc je dis pas qu'il n'y a pas d'e-commerce, mais je dis qu'il faut arrêter un peu avec ça et aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai fait une grande tournée dans le Nord. Je suis allé à Calais avant-hier, à Cité Europe, un énorme centre commercial. C'était rempli de monde. C'est encourageant, cela dit, pour le retail, Voilà. parce qu'on a besoin de l'entendre, je crois. Mais pour Célio, puisque vous êtes président du directoire de Célio, vous avez la même expérience et le même retour, où là, comme la cible est différente, finalement, le digital prend plus l'importance? Alors c'est sûr que c'est différent, hein. C'est un autre business model, mais c'est pareil. Le business de Célio, il est à grande majorité. Il y a un parc magasin Célio extraordinaire en France, avec des très bons emplacements. Vous en avez fermé là quelques-uns, quand même. Oui, mais il en reste 370. Hein. C'est vrai. Hein, donc ça reste quand même un gros réseau, et avec des équipes formidables et qui savent conseiller l'homme. Mais c'est vrai que c'est un business différent, parce que l'homme est beaucoup plus dans un repeat business. Donc à tendance, voilà, moi j'ai un t-shirt Célio, j'ai trouvé un t-shirt qui m'allait à peu près, enfin, selon moi. J'ai acheté 10 couleurs, et effectivement, je suis capable d'aller faire un repeat business et d'aller le racheter sur le web. D'accord. Bon. Mais c'est un autre sujet, on va rester sur Jennifer, parce que je suis là pour Don't Call Me Jennifer aujourd'hui. Célio est un autre sujet, et vous aurez l'occasion de le réaborder. On pourra le réaborder avec le CEO de Célio, qui s'appelle Johannes Sonnen, qui sera ravi de venir vous expliquer tout ça. On lui lancera l'invitation sans faute. Merci beaucoup, Sébastien Bismuth. Je rappelle que vous êtes président associé de Don't Call Me Jennifer. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Je serai à Marseille, en plein cœur du stade Vélodrome. Justement, on ira prendre le pouls de l'écosystème marseillais. Et puis, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.